ça amène vers d'autres problèmes ou d'autres même parfois maladies, mais on le voit souvent avec le début, le stress. De plus en plus de charges de travail, de charges mentales aussi, sont plutôt à se dire «Oh, j'aime bien rester salarié, c'est un confort, c'est une sécurité». Les femmes sont un peu plus stressées. Toute cette vie qui n'est pas linéaire dans l'entrepreneuriat fait qu'il y a stress, charge mentale et souvent du coup problèmes psychologiques éventuellement derrière. Clémence, merci d'être parmi nous. Donc, Clémence Fria, qui est présidente et dirigeante du cabinet d'experts comptables Freya France, qu'elle a créé l'année dernière. Alors, on parle souvent de chiffres, mais est-ce que votre expert comptable peut aussi vous éviter un burn-out? C'est l'objet de la discussion que l'on va avoir aujourd'hui avec Clémence. Aujourd'hui, 82% des dirigeants déclarent des troubles physiques ou psychologiques. Comment tu le vois sur le terrain? Alors nous, on le voit donc concrètement avec le stress déjà que peuvent avoir les différents dirigeants. Aussi, quand on les a au téléphone par exemple, on sent qu'ils sont stressés, qu'il y a des choses qui les met en fait en porte-à-faux aussi dans leur quotidien. Et puis on peut aussi très simplement le voir quand ils viennent nous voir en disant j'arrive plus à ouvrir ma boîte aux lettres parce que c'est trop de stress pour moi. Souvent ça passe par le stress. Après, ça amène vers d'autres problèmes ou d'autres même parfois maladies, mais on le voit souvent avec le début, le stress. Et dans ton quotidien, à quel point la santé mentale des dirigeants est un sujet réel? Alors c'est un sujet qu'on a quand même très régulièrement, globalement avec tous les clients. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience. J'ai très rarement un client qui me dit: «Moi, tout va bien, je suis pas stressé, ma santé mentale, tout va bien». Non, aujourd'hui, on parle en plus de plus en plus de charges, de travail, de charges mentales aussi. Donc il y a toute cette partie-là, en fait, qui est mise en avant aussi par les dirigeants quand ils nous parlent. Parce que dès qu'il y a une embauche ou dès qu'il y a quelque chose dans la vie de la société qui fait qu'elle change, qu'elle bouge, qu'elle évolue, ça leur demande d'avoir plus de choses à penser, plus de réflexion, plus de stress. On a aussi des moments où la société grandit vite et donc là, eux, ils ont aussi du mal à suivre l'entreprise qui grandit. On a aussi parfois l'entreprise qui stagne ou qui régresse, hein, ça arrive aussi. Et donc forcément, tout ça, en fait, toute cette vie qui n'est pas linéaire dans l'entrepreneuriat fait qu'il y a stress, charge mentale et souvent du coup problèmes psychologiques éventuellement derrière. Et les dirigeants hommes et femmes sont à la même enseigne pour ce stress ou pas? Alors, globalement, on va dire, sans vouloir rentrer dans un débat homme-femme, mais les femmes sont un peu plus stressées, globalement. Elles ont un peu plus peur d'entreprendre. Faut dire qu'il y a aussi eu dans l'histoire moins de modèles de femmes entrepreneuses. Donc, je pense qu'il y a aussi cette difficulté à se projeter sur ce que font les autres. Elles sont plutôt à se dire: «Oh, j'aime bien rester salariée, c'est un confort, c'est une sécurité». Et puis, avant de se lancer, elles réfléchissent vraiment, vraiment à tout. Donc, je dirais que les femmes sont un peu plus sujettes au stress. Les hommes le montrent moins, peut-être par envie de faire bonne impression aussi, parce qu'aujourd'hui, on sait que pour un homme, c'est plus difficile en fait en société hein, d'exprimer ses doutes, ses craintes, parce qu'un homme reste un homme aux yeux de beaucoup de personnes et il n'y a pas encore ce changement de mentalité qui s'est opéré. Et c'est vrai que du coup, les hommes le montrent moins, mais quand on arrive à avoir une relation de confiance, là, par contre, ils se lâchent. On arrive quand même à avoir les infos et on arrive à les accompagner aussi. Mais à prime abord, disons qu'on a l'impression qu'ils sont moins touchés, mais c'est pas forcément foncièrement vrai. Et le stress, alors comme ça, dans l'imaginaire, on se dirait que le stress, il est financier, c'est une vraie réalité, ça ou pas? Alors globalement, on sait aujourd'hui, et on a des études qui le montrent, le premier facteur de stress pour un dirigeant d'entreprise, c'est le financier. Donc ça, on est à peu près sûr là-dessus. Il y a beaucoup de statistiques d'ailleurs qui ont été faites sur le stress des dirigeants, etc. Oui, globalement, c'est le financier en premier. Quand la trésorerie est amenée à être moins haute ou quand on commence à avoir des problèmes de paiement de fournisseurs, etc., là, le stress devient vraiment chronique. Et c'est là où on risque en fait d'avoir des dirigeants qui finissent en burn-out ou qui tout simplement n'arrivent plus à gérer, hein, qui sont, voilà, j'ai déjà eu un client qui m'appelait en me disant je n'arrive plus à aller à ma boîte aux lettres. Enfin, c'est devenu un tel stress de récupérer les factures, je ne sais que je ne peux pas les payer. Et donc là, c'est à nous de tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, il y a énormément de leviers, que ça soit voilà pour tout ce qui est société en difficulté. Hein. Il y a beaucoup de leviers aujourd'hui que l'expert comptable peut mettre en place avec le client pour essayer de pérenniser le tout, ou aussi parfois être là pour lui dire
Non, c'est la fin. Il faut, voilà. Et c'est un accompagnement aussi. Et justement, en tant qu'expert comptable, quels sont les signaux de ce burn-out chez le dirigeant? Alors, nous, on le voit, ça se traduit très rapidement dans les comptes. Alors, pour les personnes, on va dire, tout le monde se dirait, oh non, pas forcément, mais nous, en fait, on le voit très vite dans les comptes. Le premier impact, c'est la trésorerie. Parce qu'en fait, s'il n'arrive plus à gérer, il y a moins de relances clientes qui sont faites, souvent. Il y a le chiffre d'affaires aussi qui va commencer à baisser doucement. Et il y a aussi, du coup, des documents qui manquent. Nous, on le voit quand on tient la comptabilité, par exemple, tous les mois pour une société. Je vois que le client, au début, il m'envoie 90% des factures. Il en manque une ou deux, mais c'est normal, donc on les demande. Quand je vois que finalement, on passe de il m'envoie toutes les factures à il m'envoie presque plus rien, là, on voit que du coup, il commence à avoir un décrochage et c'est le début. Alors c'est ça. Là, on a vu les signaux, on a Ouais. vu le décrochage, il y a un point de rupture alors, quoi. À un moment, il peut y avoir un point de rupture. On a des clients où effectivement, à un moment, c'est trop. Donc, soit ils finissent par lâcher complètement l'entreprise, et là, ça part très souvent en liquidation, soit ils vendent. Et ça, c'est souvent une option qui est rarement mise sur la table, mais qui peut être hyper intéressante pour un dirigeant, en fait, de sortir de là. Et à ce moment-là, l'expert comptable, il est psy ou il est conseil technique? Il est un peu les deux, hein. Il y a des jours où on est conseil technique, il y a des jours où on est un peu psy. Ça dépend de nos clients, ça dépend du besoin aussi. Moi, j'aime bien avoir une relation de confiance avec mes clients qui permet de quand ils ont un souci ou même quand ils ont un problème familial, un divorce qui s'annonce, enfin peu importe. J'aime bien être la première personne qu'ils appellent. Et quand j'ai en ligne un client qui me dit, ma femme me quitte, je vous ai appelé. Bah là, je me dis que mon travail il a été bien fait parce que je sais que la relation de confiance, elle est assez construite pour qu'il pense à moi en premier. Et moi, ça me permet de lui dire, alors, j'ai pas forcément envie qu'il pense à moi dans ces moments-là, hein, il y a d'autres choses à faire, mais c'est juste de pouvoir lui dire, OK, alors votre femme, est-ce qu'elle a des parts dans la société ou pas? Quel poste elle a? Et en fait, essayer de jouer stratégie aussi parce que, bah, on sait très bien que dans un divorce, il y a des pertes financières. Enfin, voilà. Donc, il y a toute cette partie-là et apprendre qu'un client est en divorce, on va dire, ou même qu'il a des problèmes familiaux tard, en fait, ça nous empêche d'agir. Et c'est toute cette partie action où on va pouvoir l'accompagner qui va lui permettre de décharger. Moi, aujourd'hui, je pense à un client, par exemple, qui décharge quasiment tout sur nous. Et il ne veut pas, il a dit, moi, la paperasse, ça me fait peur, je veux pas en entendre parler. Et c'est pas grave, nous, on gère. Mais au moins, je le connais assez pour savoir qu'il a besoin de cet accompagnement-là. Alors que d'autres n'en ont pas forcément besoin. Et cet accompagnement qui permet, on peut le dire, de baisser la charge mentale du Mm. dirigeant, c'est quelque chose qui fait partie du service qu'un expert comptable peut apporter. Mais est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose de récent? Alors, c'est quelque chose qui a vraiment pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. On a à un moment aussi beaucoup parlé de ce qu'on appelle le family office. Donc, ça, c'est carrément des sociétés en fait qui se sont créées dans le family office. Donc, c'est tout ce qui est planification même de vacances, hein, voilà, donc qui est vraiment plus personnel. Et sur cette montée du family office, il y a quand même les experts comptables qui ont commencé à prendre un nouveau tournant et de se dire, bon, nous aujourd'hui, il faut qu'on propose quelque chose de beaucoup plus complet. Il faut pas qu'on soit juste la personne pour la comptabilité, la TVA, ça suffit pas. On a un rôle de conseil et c'est déontologique, c'est prévu vraiment dans notre charte, hein. Aujourd'hui, ce rôle de conseil, c'est notre plus-value. Si on fait ces études-là, c'est justement pour avoir ce recul et ce conseil-là. Donc, vraiment aujourd'hui, je pense que la profession part vers le conseil, vers le package global, on va dire, pour aider et puis accompagner au mieux les entrepreneurs. Ok, ça c'est super intéressant, quoi. Euh, Externaliser la comptabilité, est-ce que c'est un vrai levier puissant contre le stress pour un dirigeant? Alors, oui, par expérience, je peux dire que oui. Moi, j'avais dans mes anciennes expériences avant Freya un client qui, lui, avait la partie administrative, comptabilité qui était pas très bien gérée. Alors, pas dans le sens mal fait, hein, dans le sens il y avait des absences, il y avait ensuite une personne qui partait, enfin bon, aussi avec beaucoup de turnover. Et c'était le gros stress de la structure. C'était la partie administrative. Et donc, tout simplement, on a proposé de devenir le DAF, en fait, euh, de, de la société. Parce qu'il faut savoir que c'est une mission qui a été mise en place, en fait, depuis 2020, avec la loi Pacte. C'est la possibilité d'être le DAF externalisé. Donc, c'est vraiment une mission de DAF externalisé. Et là, en fait, on gère
mais vraiment tout comme un DAF. Donc on va faire toute la partie sociale, hein. Donc s'il y a des entretiens à faire, on est là avec le dirigeant pour les faire. On va faire la compta, on va aussi superviser par exemple, est-ce que les bons de livraison collent avec les factures. Enfin, c'est hyper complet et c'est une mission qui est extrêmement valorisante parce qu'en fait, on devient un vrai service de l'entreprise. On n'est pas juste un tiers conseil, on devient intégré en fait à l'entreprise. Et clairement, sur ce dirigeant-là, on a vraiment réussi à lui faire aller mieux grâce à ça. Et on a aussi réussi à l'accompagner dans la vente de son entreprise parce que c'était aussi une de ses envies. Et c'est difficile de vendre une entreprise où c'est désorganisé. Est-ce que, donc du coup, avec ces clients, alors soit en externalisation, Mmh. soit en mission globale, Ouais. tu mets en place des indicateurs clairs pour donner un peu de souplesse et de Ouais, visibilité aux dirigeants. Est-ce que ça bien peut sûr. aider aussi Alors oui, à contrôler totalement. le stress? Aujourd'hui, piloter une entreprise à vue, c'est très stressant, c'est très compliqué et on a une vraie demande hein, sur ce niveau-là. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent quand même d'alimenter des tableaux de bord de manière semi-automatique, voire automatique en fonction de jusqu'où on va dans l'exploitation de l'outil, hein. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place pour tous mes clients, du plus petit au plus grand. Donc même, je pense à un micro-entrepreneur que j'accompagne, qui normalement n'a même pas besoin de nous. On a un tableau de bord mensuel pour lui. Et en fait, ça lui permet juste de se dire, OK, je suis pas censée tenir une comptabilité, j'ai pas besoin de voir mes charges, puisque moi, on m'impose sur le chiffre d'affaires. Mais ça lui permet quand même de se rendre compte que parfois, le montant qu'il encaisse, c'est pas vraiment ce qu'il a, hein. Et c'est difficile, notamment en micro-entreprise, de s'en rendre compte. Et ce moyen-là, ce petit tableau de bord qui fait 4 lignes pour certains et qui en fait 35 pour d'autres. Enfin, c'est hyper adapté. C'est quasiment automatique. Moi, ils l'ont tous les mois avec la comptabilité ou la TVA en fonction des besoins. Ils en ont accès sur leur téléphone parce que du coup, il y a une application qui permet ça et ils peuvent aller dans le détail jusqu'à retrouver la facture. Donc, c'est hyper complet et aujourd'hui, je pense que c'est un indispensable pour rassurer le client, mais aussi pour apporter notre conseil. C'est difficile de conseiller sans même nous avoir un tableau de bord avec lequel discuter. Et donc du coup, après, bon, on a un peu évoqué indirectement le sujet de la relation humaine. Mm. Un expert comptable, c'est aussi un partenaire mental, du coup, c'est un peu ce que tu nous as expliqué. Ouais. Euh, euh, Jusqu'où va la relation de confiance? Tu parlais d'entrepreneurs, de dirigeants qui étaient mariés à leur entreprise, mais jusqu'où ça va, quoi? Il y a une limite ou Alors, donc bon, nous, on a toujours quand même un code de déontologie qui nous permet en fait d'avoir un cadre à la relation. Donc ça, c'est déjà quelque chose dicté par la loi, hein, tout simplement. Donc ça permet déjà d'avoir un cadre dans la relation. Aujourd'hui, ce cadre, il a été rendu de plus en plus souple, notamment par des lois récentes, ce qui permet, par exemple, aujourd'hui aux experts comptables d'effectuer les paiements des fournisseurs pour le compte de leurs clients. Donc là, on est vraiment sur un niveau de confiance très grand, puisqu'en fait, on a accès à la possibilité de faire des virements. Donc voilà. Moi, c'est pas quelque chose que je pratique aujourd'hui, parce que pour un point de vue de responsabilité, je préfère pas le faire. Mais concrètement, on a le droit de le faire, donc il faut le savoir. Donc c'est vrai que cette limite, elle est de plus en plus floue, mais je pense qu'elle est importante parce que on doit continuer de rester la personne objective et c'est une obligation de notre métier, l'objectivité. C'est une grande valeur d'ailleurs de l'expertise comptable et qui est mise en avant très souvent par l'ordre. Et je pense que sans ces objectivités-là, en fait, on n'oserait plus dire clairement les choses à notre client. Et c'est trop important. Aujourd'hui, on peut avoir des clients avec lesquels on est très proche. Moi, j'ai des clients avec qui je suis amie. Mais je garderai toujours cette casquette d'expert comptable avant d'ami quand il s'agira de parler de la société. Parce que on a envie de faire plaisir à l'autre quand on est proche. Mais le problème, c'est que parfois, aller dans son sens le dessert, même s'il s'en rend pas compte. Et c'est là où vraiment le fait d'avoir ce code de déontologie nous force à penser à l'avenir de la société et au bien-être commun avant de penser à l'individu. D'accord. Et c'est quoi le premier pas pour un dirigeant qui se sentirait débordé? Quel conseil tu lui donnerais? Alors, je pense que la première des choses, et c'est peut-être le plus dur, c'est si déjà il s'en rend compte tout seul, c'est déjà génial. Parce qu'aujourd'hui, on est très doué pour se mentir à soi-même, hein. Faut être honnête. On arrive toujours à faire croire que tout va bien, on sourit et au final, parfois, ça ne va pas bien. Donc déjà, s'il a fait ce premier pas de se rendre compte que ça ne va pas, en fait, il a déjà fait un boulot de dingue. Donc si on arrive à ce moment-là, l'idéal, ça serait qu'il ose prendre son téléphone, appeler son expert comptable ou appeler
ne serait-ce ou un avocat avec qui s'entend bien, enfin, peu importe, un membre de son conseil, aussi large qu'il soit, pour dire, voilà, aujourd'hui, je me sens pas capable. Aujourd'hui, c'est trop pour moi. Et parfois, ça peut être un conjoint. Moi, j'ai eu le cas d'une dame là, pour laquelle on va travailler ensemble. En fait, c'est trop pour elle, mais elle n'a jamais su l'assumer. Et en fait, c'est le conjoint qui est venu avec au rendez-vous et qui m'a dit, en fait, elle vous le dira pas, mais c'est trop pour elle. Et parfois, il faut juste quelqu'un qui fait intermédiaire ou prendre son téléphone, appeler l'expert comptable et oser surtout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sentent pas légitimes à entrer dans les cabinets d'expertise comptable pour poser des questions. Et c'est dommage parce qu'on a des choses à apporter. Mais d'un autre côté, il ne faut pas avoir peur qu'on va être jugé, que notre projet n'est pas assez bien ou quoi que ce soit. Pas du tout. Aujourd'hui, on voit des projets de toute taille. Et justement, moi, par Freya, ce que je veux, c'est que les personnes, même avec le plus petit projet qui pour eux ne vaut peut-être pas grand-chose, je veux qu'ils osent m'appeler et qu'ils osent rentrer dans le cabinet et dire, voilà, j'ai un projet. Et moi, je serai toujours là pour leur expliquer si leur projet il est viable ou pas, parce que c'est mon rôle de conseil, mais je les accueillerai avec la plus grande bienveillance possible. Et aujourd'hui, il faut qu'ils osent. Et alors pour toi, du coup, un bon expert comptable, c'est quelqu'un qui fait gagner de l'argent à ses clients ou qui leur permet de bien dormir? Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est un peu les deux, parce que quand on gagne de l'argent, on dort mieux. Ça, c'est quand même, faut quand même être honnête, hein, globalement, chez les entrepreneurs. Mais alors, je pense que notre premier rôle, c'est de décharger. Parce qu'aujourd'hui, si on externalise un service, c'est pour pas avoir à y penser. Donc ça, c'est déjà un premier rôle qui, je pense, est important. Mais dans ce rôle-là, nous, on va plus loin, hein, c'est pour ça qu'on a fait ces études-là, c'est de pouvoir aussi, alors optimiser, c'est un mot très à la mode, mais c'est pas forcément le but. Le but, c'est de trouver le meilleur régime ou la meilleure case, disons, pour notre client, pour l'éviter de payer trop, tout simplement, hein, qu'il paye ce qui est juste, parce que forcément, il y a des choses à payer, que ça c'est lambda, c'est normal. Donc déjà, l'accompagner là-dessus, lui permettre du coup de gagner de l'argent, entre guillemets, en ne pas se faisant surtaxer, en se trompant ou en n'étant pas dans la bonne case, première chose. Deuxième chose, le décharger. Et troisième chose, je pense, être un membre de son conseil, donc avoir notre ligne directe à sa disposition quand il y a un problème. Donc un Donc entrepreneur, c'est un tout. un dirigeant serein, c'est une entreprise en bonne santé. Ouais. Et ça, c'est prouvé. On sait qu'un dirigeant va vraiment de pair avec la santé de l'entreprise. C'est quelque chose qui a été démontré plusieurs fois. BPI France, d'ailleurs, avait fait une analyse là-dessus, où on voit que quand le dirigeant va mal, la société, en fait, va mal aussi. Donc, c'est de pair. Bah, écoute, merci Clémence pour Avec ton grand avis et plaisir. ton expertise. Eh ben, écoutez, on a fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner et à suivre les prochains épisodes du Short. À bientôt!